Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette table ronde sur le stand des CHU de France. Je suis Amak Wévi, le directeur de l'Institut français de l'expérience patient, et j'aurai le plaisir de modérer cette table ronde. Je donne tout de suite la parole à Charles Guéprat, le directeur du CHU de Nice. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Très heureux d'introduire aux côtés d'Anne Costa cette table ronde sur l'engagement des patients. Alors il est vrai que c'est un sujet qui nous anime depuis près de 20 ans maintenant, avec la loi Kouchner. La place de l'usager d'abord dans le système de santé, avec beaucoup d'innovations au niveau de la gouvernance pour introduire les usagers au sein du pilotage de nos établissements. Or, après 20 ans, je pense qu'on peut se dire qu'on peut faire le constat qu'on peut encore beaucoup progresser sur le sujet. Je crois que ce sera aujourd'hui l'occasion, avec les 3 expériences niçoises, bien sûr, en premier, lyonnaises, puis parisiennes, l'occasion de montrer que d'autres innovations sont possibles. Et je crois que passer de l'usager au patient, de la représentation des usagers à l'expérience patient, à la notion de patient partenaire, est un mouvement qui me semble assez fondamental dans l'empowerment, comme on dit en bon français, de nos usagers, de ceux qui utilisent le système de santé pour l'améliorer de l'intérieur. Nous avons pléthore d'expertise dans les hôpitaux, dans les CHU, expertise technique, infirmière, d'ingénierie, médicale, scientifique, évidemment, mais l'expertise du vécu ou le retour du vécu, je crois, des patients, et je remercie notre patient partenaire de participer aujourd'hui à cette table ronde, est un retour qui est inestimable, vraiment, et qu'on a besoin d'instiller, de faire rentrer dans l'ensemble de nos organisations pour faire progresser, sans doute beaucoup plus vite qu'on l'imaginait en 2002, et en 2022, l'expérience patient est votre vision, la vision de ceux qui fréquentent l'hôpital chaque jour, au-delà de nos organisations. Donc, très heureux vraiment que vous ayez accepté de nous présenter ces éléments, qu'on puisse voir que même sur des sujets, et je le voyais dans le programme, aussi complexes que la chirurgie robotique, les patients ont un rôle à jouer, ont un input à apporter, et de continuer à vous intégrer, je crois, dans notre travail du quotidien, au même titre que les médecins, que les infirmières et l'ensemble des professionnels qui forment le collectif de la communauté hospitalière. Donc merci beaucoup. Très beaux travaux, et je cède tout de suite la parole à Anne pour quelques mots d'introduction. Ouais, merci beaucoup Charles Guéprat. Effectivement, on accueille aussi Anne Costa, la directrice générale du CHU de Poitiers. Et présidente de la commission qualité des CHU de France. Engagement des patients dans les CHU. Alors, c'est bien entendu un vocabulaire qui est un peu nouveau. Nous avions les usagers, nous sommes passés au comité patient, à l'expérience patient, aux patients partenaires, et nous sommes arrivés aux indicateurs PROMS et PRUMS. Il faut évaluer tout ça. Et en fait, dans le sondage BVA que vous aviez demandé à Makwevi en fin d'année dernière, il nous est dit qu'en fait c'est un vocabulaire technocratique. C'est un vocabulaire qui ne parle pas encore aux professionnels, même si dans les CHU, nous nous sommes engagés dans ce travail. Pourtant, je crois que comme chacun d'entre vous, j'ai pu entendre des patients qui étaient des amis, qui étaient des membres de votre famille, qui étaient des copains, discuter et faire part de leur expérience lors d'un dîner ou lors d'une rencontre. Et c'est probablement ce qui doit nous parler lorsqu'on est directeur d'établissement, c'est de faire entendre cette voix, parce que ce sont des voix parfois critiques, mais aussi parfois très positives. Et la commission qualité s'est donné pour objectif depuis 2 ans, et particulièrement en 2022, cette promotion de l'engagement patient. Et donc aujourd'hui, nous avons le CHU de Nice qui va nous faire part des patients partenaires jusqu'à la décision de soins. Nous aurons ensuite les hôpitaux de Lyon qui vont parler de la politique engagement des patients jusqu'aux indicateurs PROMS. Et puis la PHP qui va nous faire part de 2 expériences. L'expérience du CARPEM avec un patient partenaire et puis l'expérience d'une recherche par des patients partenaires.
Donc je voulais vraiment introduire cette présentation et je vais laisser à Makwevi le soin de lancer les interventions. Très bien, merci à tous les deux, merci de ces mots d'introduction. C'est important de souligner que ce sujet est important et il réunit beaucoup de monde aujourd'hui. On est là quelque part pour inspirer ceux qui n'ont pas démarré, pour inspirer ceux qui veulent avancer. Et donc je vais appeler sans plus tarder nos amis du CHU de Nice, voilà, toute l'équipe. Donc Monique Mazard, notre patiente partenaire Madame Rotellini et puis Magali Rosier pour venir vous exprimer sur votre expérience. Oui. Alors. Vous êtes bien, la patiente au centre. Bonjour à tous. Donc moi je suis directrice du pôle parcours patient au CHU de Nice et je suis ravie de pouvoir vous évoquer, vous parler de notre expérience. Et je parlerai très peu de temps parce qu'en fait je vais laisser la parole aux personnes qui ont vraiment mis en œuvre cette démarche au plus près du terrain. Une patiente partenaire et un cadre supérieur en charge et en charge du pilotage de l'expérience patient et du patient partenaire. Alors aujourd'hui, nous allons effectivement vous présenter notre expérience. Et notre expérience, elle est née il y a plusieurs années. En fait, comme vous pouvez le voir, nous avons un pôle parcours patient au CHU de Nice. Et dans ce pôle parcours patient, finalement, ce que nous faisions, c'est que nous travaillions sur les étapes de la prise en charge du patient au service de patient, mais pas forcément avec le patient. Donc on s'est rendu compte à un moment que c'était bien évidemment très intéressant parce qu'on retravaillait sur les pratiques, on retravaillait sur les fondamentaux de la prise en charge, mais on décidait souvent un certain nombre de choses sans la participation du patient. Et on s'est dit, notre orientation, c'est de travailler avec des patients partenaires. Et patients partenaires, ça voulait dire aussi d'inclure cette philosophie, ce concept, avec nos représentants des usagers qui ont joué un vrai rôle, parce qu'un projet comme celui-là dans un CHU, c'est aussi avec les représentants des usagers. Donc on est parti sur un concept qui était faisons du patient un patient partenaire. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce qu'il faut réfléchir un peu à comment ça se décline concrètement sur le terrain. Et en fait, on a travaillé sur 4 grandes orientations. Alors la première orientation, c'était de moderniser le système d'écoute du patient. C'est-à-dire comment est-ce qu'on facilitait l'approche de partenariat, d'écoute des besoins du patient, de son ressenti, de son expérience, de ses besoins. Et c'était intéressant de travailler sur cette modernisation parce que ça permettait aussi avec les professionnels de santé d'interroger nos pratiques au plus près du terrain. Comment l'usager est intégré dans une équipe. C'était vraiment un vrai sujet, une vraie préoccupation. Le deuxième sujet, la deuxième orientation, c'était comment reconnaître le patient comme pouvant nous apporter son expérience, son expertise expérientielle pour éventuellement accompagner les équipes ou voire même participer à des formations. La réflexion, c'était aussi de comment faire devenir un patient vigilant, c'est-à-dire vigilant à ses soins, donc participatif à ses propres soins, mais également aux soins. Et enfin, la quatrième orientation qu'on avait lancée à l'époque, ça date de 2017-2018, c'était également comment l'intégrer plus encore dans les décisions. Et donc, comment le faire intégrer, bien évidemment, dans les instances, mais au plus près de la décision. Et c'est comme ça qu'on a développé le patient partenaire et qu'on est passé du patient partenaire à l'expérience patient. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à comment on s'y est pris au CHU de Nice. Merci. Merci Monique. Donc Magali, à vous de décliner ce que vient d'annoncer Monique. Je vais vous demander, parce qu'on a beaucoup de monde ici, on a aussi beaucoup de monde qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, donc de bien parler proche du micro pour qu'on vous entende et qu'on puisse profiter à plein de ce que vous voulez partager avec nous. Est-ce qu'on peut passer la statue ? Merci. Donc, pour travailler avec les patients partenaires au CHU de Nice, la première chose que l'on s'est dit, c'est que si on voulait vraiment être dans la co-construction, c'est qu'il fallait que les patients puissent être sur des projets qui sont essentiels pour l'établissement et où l'usager, finalement, la prise en compte de l'usager est primordiale. Donc la première chose qui a été faite, c'était de choisir des projets qui soient très structurants pour le CHU ou alors des projets innovants.
Donc les projets structurants, par exemple, ça a été les chantiers accueil et consultation, le chantier cancérologie, qui anime le projet d'établissement du CHU. Ça a été aussi des travaux architecturaux pour la deuxième tranche du nouvel hôpital Pasteur 2. Et puis après, ça a été sur des parcours ou des prises en charge innovantes, comme la RAC, ou alors la gestion des risques et des événements indésirables aussi. Donc voilà les sujets déjà les projets sur lesquels on a choisi de solliciter nos patients partenaires, parce qu'ils nous semblaient vraiment primordiaux pour les usagers, et c'est des sujets sur lesquels l'expérience des usagers est primordiale. Et donc, dès le début, dès que les patients partenaires en fait candidatent au CHU pour collaborer avec nous, ils peuvent déjà d'emblée choisir ces projets. Donc, dans le dossier de candidature, déjà, ils notent sur quel projet ils ont envie de travailler. Et lors de la phase d'intégration, de la journée d'intégration, parce qu'on fait une journée de formation, on fait un speed dating entre les chefs de projet et les patients, ce qui fait qu'il y a un choix mutuel qui se fait en fonction du parcours du patient, de son vécu, de ses envies, et puis aussi du contact qui se fait avec le chef de projet. Donc voilà comment on essaye de les inclure au plus près de la décision et des projets qui sont structurels et innovants pour le CHU. Et ensuite, ce dispositif aussi est important parce qu'au niveau de la transversalité, c'est sur la slide suivante, dès le début de la construction, on a essayé d'inclure toutes les directions, y compris donc la direction générale qui a soutenu le projet et qui l'a validé. Ensuite, donc ça a été porté par la commission des usagers et par l'ensemble des directions du CHU qui ont été sollicitées pour construire ce dispositif. Donc la DRH, la direction des affaires financières, il y a eu un cadrage juridique aussi avec le contentieux. Et puis ensuite, toutes les autres directions comme la communication, mais j'y reviendrai plus tard, ont été sollicitées pour vraiment porter, soutenir et valoriser ce projet. Et ce projet aussi est soutenu par nos instances, puisque le dispositif patient partenaire a été validé dans toutes les instances du CHU, que ce soit la CME, le CHSCT, le CTE. Et donc on a essayé vraiment de communiquer et de partager ce projet pour que le plus grand nombre de professionnels puissent y contribuer. Donc ça, c'était la phase de conception. Et une fois que le dispositif a été validé par tout le monde, donc on l'a mis en place avec différentes étapes. Et sur ces étapes, donc de l'appel à candidature jusqu'à la sélection des patients partenaires, et puis ensuite la journée de formation, la signature de la convention, toutes les parties prenantes des différentes directions ont également participé. Donc sur la campagne 2020-2021, pour vous faire un petit retour d'expérience, on avait 8 patients qui ont été engagés et qui ont été formés. Dans le même temps, on a formé les équipes aussi au dispositif patient partenaire avec des ateliers forum théâtre, avec des dispositifs de formation aussi innovants, parce que c'est vrai que quand on parle de patient partenaire et d'expérience patient, il faut essayer de déconstruire aussi certaines représentations, et donc c'est important d'aller sur des dispositifs novateurs pour la formation. Et ensuite, on a fait à peu près 147 heures d'engagement patient sur la première année, sur le premier mandat. Alors c'est vrai que ça a été un petit peu perturbé par le contexte de la pandémie Covid, et donc on a fait un petit peu moins de choses que ce qu'on pensait faire au départ. Aujourd'hui, on en est à notre deuxième campagne, donc on a décidé maintenant de recruter les patients au fil de l'eau. Donc on a 9 patients à ce jour pour cette nouvelle campagne. On en a formé une première partie, on va en former une deuxième partie avec 42 heures d'engagement à ce jour. Donc voilà. Ensuite, ce dispositif est pérenne parce qu'en fait, il y a une animation qui se fait tout au long, depuis assez longtemps. Donc d'abord par une communication. Donc il y a eu un gros travail avec notre direction de la communication déjà dans la phase donc on va dire pour recruter des patients et recruter des équipes qui veulent s'engager dans ces projets. Et puis ensuite, un fil d'actualité sur tout ce qui se fait par rapport aux patients partenaires, comment les projets avancent, quels travaux ont été réussis. Donc il y a beaucoup de communication donc en interne, par le courriel au niveau des professionnels où on fait des points d'étape, et puis aussi sur notre site intranet et également sur le site internet du CHU avec une page dédiée aux patients partenaires avec les actualités et puis les publications sur les réseaux sociaux qui sont très suivies aussi bien par les patients que par des communautés de patients.
Donc ce dispositif, il est animé aussi en continu. On a un retour d'expérience annuel qui rassemble les usagers, nos représentants des usagers, les patients partenaires et tous les professionnels qui à un moment donné sont rentrés dans le dispositif. Et c'est l'occasion de le faire évoluer et de faire évoluer nos pratiques aussi, puisque en fait on tire de l'expérience de ce qui s'est passé. On a adapté là pour 2022 en fonction de ce qui s'était passé en 2020 et en 2021. Donc on tire toujours des enseignements et puis c'est aussi des belles occasions de partage. Je vous ai mis le nuage de mots, vous pourrez le regarder sur le site, avec tout le ressenti plutôt positif des patients partenaires et des équipes. On voit qu'il y a un réel intérêt en fait à poursuivre ce genre de démarche, que ça crée une réelle motivation pour les équipes. Elles retrouvent un sens au travail en travaillant avec les patients, car c'est des choses qui leur semblent tout à fait concrètes et en regard de la motivation, ce pourquoi elles sont venues travailler dans le domaine de la santé. Voilà, je vais passer la parole à Eugénie pour qu'elle vous partage le regard des patients partenaires. Merci beaucoup à vous, Magali. Quand on vous entend, on a vraiment le sentiment d'un processus fluide, facile, comme si finalement tout cela coulait de source, mais on sait que c'est beaucoup de travail et je suis sûr que parmi les gens qui sont là, il y a beaucoup de questions autour de « mais c'était quoi les difficultés ? C'est quoi les obstacles ?» Parce que les belles histoires, on est content de les entendre, mais on a aussi, on le sait, des obstacles à surmonter. Donc on va donner la parole à Eugénie et puis peut-être qu'on prendra 1 minute pour parler des difficultés quand même. Bonjour à tous, donc je m'appelle Eugénie Rotellini, j'ai été patiente partenaire au sein du CHU de Nice en 2021. Concrètement, mon rôle, c'était de travailler avec les professionnels de santé du CHU et également avec les représentants des usagers pour qu'ensemble, on travaille sur des projets dans le but d'améliorer l'expérience du patient à l'hôpital. En pratique, c'est quoi? C'est notamment la participation à des réunions de réflexion sur des projets, donc pour ma part notamment en cancérologie, un domaine qui me parlait beaucoup de par mon expérience personnelle en tant que patiente. C'est également de participer à la construction de documents qui sont utilisés par les professionnels de santé au sein du CHU de Nice, mais également des usagers. C'est de construire avec les professionnels des enquêtes destinées à recueillir le vécu des patients ainsi que leurs attentes et également à analyser ces retours pour en faire part aux équipes et aux cadres de service. Mon rôle, c'était également de prendre la parole pendant ces réunions pour la mise en place des projets, pour partager mon expérience et également éventuellement faire des suggestions d'amélioration pour des pistes d'action futures. Et dernière mission, évidemment, c'est de partager l'expérience du patient partenaire en dehors des murs de l'hôpital, auprès de l'entourage, mais aussi auprès des patients que l'on connaît, notamment dans notre service, moi qui étais en hématologie. Voilà, j'ai pu partager mon expérience de patiente partenaire auprès de ces autres patients. Donc, je vais vous présenter 2 projets sur lesquels je me suis impliquée durant l'année 2021. Donc, le premier, c'était dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt au CHU de Nice. Donc, j'ai contribué au jury sur la thématique amélioration de l'expérience patient. Donc, dans ce cadre-là, nous avons construit une grille d'évaluation des projets. J'ai participé aussi à l'étude des 17 dossiers de candidature. Et également, j'ai participé au choix du projet qui a été retenu, qui est celui de la réalité virtuelle. Et donc, nous avons ensemble élaboré des questionnaires pour recueillir le vécu des patients. Nous avons défini un cahier des charges relatif au matériel que sont les casques de réalité virtuelle. Et nous avons ensemble sélectionné les fournisseurs de casques de réalité virtuelle qui ont ensuite été implantés dans certains services du CHU de Nice, toujours pour l'amélioration de l'expérience patient. Deuxième projet sur lequel je me suis impliquée, c'est le chantier cancérologie, pour lequel nous avons co-construit ensemble des enquêtes afin de recueillir toujours les attentes et le retour des expériences des patients, que ce soit en ambulatoire ou en hospitalisation.
J'ai également contribué à un audit sur les chimiothérapies, donc un audit institutionnel au sein du CHU. Pour cet audit, nous avons ensemble avec Magali co-construit une grille patient. Également, nous avons analysé le retour de ces patients et nous les avons présentés aux équipes concernées afin de proposer des initiatives, des propositions d'action. Et donc, suite à ces propositions d'initiative, il y a 3 groupes qui ont été émergés, 3 groupes de travail incluant des patients partenaires. Donc, le premier groupe a réalisé un dossier générique cancérologie. Le deuxième a élaboré des supports d'information destinés aux patients et aux aidants. Et le troisième groupe a travaillé sur un salon de sortie. Donc, en tant que patiente... Non, c'est bon, c'était bien. En tant que patiente partenaire, moi j'ai ressenti, on peut dire, un véritable partenariat donc, entre les patients et le personnel qui était impliqué dans cette démarche d'amélioration de l'expérience patient. J'ai ressenti beaucoup d'écoute et de bienveillance pendant les réunions. Il y a une réelle légitimité de la voix des patients que ce soit auprès des professionnels de santé, des soignants, même auprès du directeur général. Concrètement, j'ai jamais ressenti de barrière ni de fossé entre les soignants, les patients. Et voilà, on a porté chacun nos témoignages. Et c'était à chaque fois pris en compte par les patients. Donc voilà, pour moi, une très 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 belle expérience en tant que patiente partenaire. Voilà, que vous dire de plus C'est déjà beaucoup, oui. C'est déjà bien que vous ayez eu ce sentiment d'écoute et de bienveillance. Je retiens que vous avez dit tout à l'heure partager cette expérience au sein du CHU de Nice, en dehors du CHU de Nice, et vous le faites aujourd'hui avec le public du salon, donc merci pour ça. Et quelque part, la question que je posais à vos 2 collègues sur les obstacles quand même qu'il a fallu surmonter, vous avez tout de suite parlé de l'accueil, de la bienveillance, de l'écoute, mais finalement vous étiez une patiente partenaire parmi des professionnels de santé. Est-ce que vous n'êtes pas senti à certains moments un peu isolé, seul à porter cette voix des patients ? Alors en fait, c'était une appréhension avant la première réunion, c'était une réelle appréhension. Je me sentais pas du tout légitime d'être là. Je me suis dit mais moi je suis pas du tout du milieu médical. Pour qui ils vont me prendre, moi, simple patiente, à donner mon avis. Et en fait, pas du tout. Dès le départ, mais j'ai même eu des questions de la part des professionnels de santé. Et je me suis dit, ah oui, quand même, oui, c'est important, de partager cette expérience. Ouais. Ça les intéresse. Exactement. Magali, merci beaucoup, Eugénie. Magali, Monique, quand même, dites-nous... les difficultés que vous avez rencontrées, si elles ne sont pas d'ordre institutionnel, peut-être d'ordre plus opérationnel dans l'interaction avec les services. Il y en a bien quelques-uns qui vous ont fait moins bon accueil. Alors, je vais laisser Magali répondre par rapport à ça. En tout cas, c'est un projet, ce que je disais tout à l'heure, c'est un projet qui est né il y a longtemps déjà. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé déjà dans les instances. Au début, c'est vrai qu'on se demandait un peu ce que je venais faire en instance pour parler de ça. C'était pas si simple. Il a fallu vraiment convaincre en disant que, effectivement, on est peut-être arrivé au bout de souffle de quelque chose qui existe aujourd'hui et que pour redonner un élan, il fallait le faire avec le patient. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai porté en conseil de surveillance, en directoire, etc. Et petit à petit, le maître mot est passé et on s'est dit, mais pourquoi pas finalement, mais peut-être que. Ça a été la première difficulté. La deuxième difficulté, ça a été effectivement toute l'organisation de l'indemnisation des patients. C'était totalement nouveau à l'époque, ça n'existait pas. Il a fallu aller convaincre le Trésor public, le conseil de surveillance, pour dire on va rémunérer nos patients. Ça n'a pas été simple non plus. Ensuite, le troisième point que je vois moi, mais à un niveau peut-être plus de direction, c'est que on était parti sur une belle idée. C'était qu'on ramenait l'expérience patient au plus près du terrain. Alors après, il fallait y aller. Et y aller, c'était aussi d'expliquer aux équipes qu'ils n'allaient pas perdre leur place. Au début, il y a eu un engouement. Après, il y a eu une inquiétude. Est-ce que je ne vais pas perdre ma place en tant que soignant ?
Et il a fallu travailler effectivement avec les équipes. Et c'est là où on a décidé, et je crois que le moment qui a vraiment cranté complètement et qui a permis de mettre en œuvre, ça a été l'arrivée de Magali, cadre supérieur de santé, en charge et pilote de la démarche. Et là, en fait, on n'était plus sur des petites perles, de colliers de perles composés de droite et de gauche. On était sur quelque chose qui rentrait dans une pérennité. Mais il y a quand même des réalités du terrain. Et là, je laisse Magali quelques instants pour... Merci beaucoup. Donc beaucoup de pédagogie au niveau des instances et puis une idée qui s'est progressivement installée dans le paysage de l'institution. Magali. Oui, je crois que c'est tout à fait ça en fait. Au début, il a fallu beaucoup de pédagogie et encore aujourd'hui, en fait, la première chose en fait qu'on fait avec les équipes, c'est d'abord de la pédagogie en disant qu'est-ce que c'est que le patient partenaire, qu'est-ce qu'il va amener, etc. Donc il y a déjà une pré-réunion, on va dire, avec les équipes pour déjà leur expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, même si elles en ont déjà entendu parler parce qu'au niveau du CHU, ça fait un moment que ce dispositif est en place. Mais néanmoins, il y a toujours une première étape de pédagogie. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur les premières équipes qui se sont engagées dans le dispositif, c'est des équipes qui étaient volontaires aussi pour travailler avec les patients. Et ça, c'est très très important. Même encore aujourd'hui, c'est des équipes qui sont volontaires. C'est-à-dire que, par exemple, on travaille sur un parcours ou on travaille sur une autre démarche qualité et on va dire à l'équipe, est-ce que ça vous intéresserait qu'on travaille en même temps avec un patient partenaire en travaillant sur ce parcours? Est-ce que pour ce parcours, ça vous intéresserait pas qu'on aille recueillir l'expérience des patients? Et donc c'est une proposition en fait, l'équipe accepte et puis après il y a un dialogue qui s'engage, il y a tout un travail de pédagogie avant que finalement on arrive avec le patient partenaire et où on entreprenne le travail sur l'expérience patient. Donc il y a vraiment un vrai travail d'appropriation et c'est vraiment, on va dire, à la volonté des équipes, il n'y a pas d'obligation. Donc je pense que ça aussi c'est ce qui nous permet de fonctionner. Et par contre le fait que on travaille avec des équipes et de plus en plus d'équipes. Aujourd'hui, on a des médecins qui viennent nous chercher en nous disant, par exemple, pour les PREMS et les PROMS, en disant, finalement, maintenant, j'aurais peut-être envie d'y travailler. Est-ce qu'on ne pourrait pas y travailler? Donc, finalement, il y a aussi du bouche à oreille qui se fait à partir des expériences positives. Merci beaucoup. Donc, l'expérience patient, de la stratégie au concret et au plus près du terrain. Et effectivement, le conseil de Magali, commencer avec les volontaires, ceux qui ont envie, peut-être ceux qui viennent vous voir. Et puis prolonger ça ensuite, ça devient quelque chose de plus installé qui entre progressivement dans la culture de l'établissement. Donc un grand merci à toutes les trois, je crois qu'on peut les applaudir. Et on va enchaîner tout de suite avec l'équipe des hospices civils de Lyon que j'accueille à mes côtés. Et j'en profite pendant qu'ils s'installent pour souligner une chose qui avait émergé du baromètre de l'expérience patient qui est très important. Hein. Anne Costa y faisait tout à l'heure allusion. Les patients s'expriment finalement relativement peu sur leur expérience et leur offrir un cadre par lequel cette expérience peut être collectée, bienvenue, comme le disait tout à l'heure Eugénie, c'est d'une valeur inestimable pour les organisations de santé. Et donc il y a un vrai sujet sur apporter de la confiance et de la conviction aux usagers, aux patients sur la valeur de leur expérience, sur la valeur du partage de leur expérience. Et au sein de l'IFEP d'ailleurs, on a tout un travail qui est engagé et dans lequel Magali Rosier œuvre elle aussi pour favoriser ce partage d'expérience des usagers. Isabelle Dadon, content de t'accueillir ici pour cette table ronde. Et puis Philippe Michel, donc à la fois professeur de médecine et directeur de la qualité, de l'organisation, des relations avec les usagers. Alors je crois que la direction a encore changé de nom récemment, donc tu vas nous dire son libellé exact. Et puis je ne peux pas taire non plus que tu es le président de l'Institut français de l'expérience patient que je dirige. On a une petite demi-heure ensemble. L'idée, c'est que, comme l'a fait brillamment le CHU de Nice avant vous, vous exposiez où vous en êtes, vous aussi, de ces horizons de l'engagement des usagers et des patients à nos invités ici présents et qui nous suivent à distance. Philippe. Merci beaucoup pour nous donner la possibilité de présenter l'expérience de Lyon, alors qui était affichée et qui n'est plus affichée. Voilà, qui est en train d'arriver.
puisqu'effectivement ce qu'on veut partager avec vous, c'était effectivement finalement la politique. On part de la politique et puis on va aller jusqu'aux actions. Donc la contribution du dispositif qu'on appelle aux Hospices Civils de Lyon le dispositif PEPS, comme partenariat et expérience patient en santé, qui vise à renforcer la personnalisation des prises en charge et qui nous amène au final, si on veut aller directement à la conclusion, à travailler sur la relation entre les soignants et les soignés. Parce qu'au final, ce qu'on retient le plus au travers du partenariat patient, c'est qu'on travaille sur l'humain et qu'on travaille justement sur la relation entre les soignants et les soignés. C'est ça ce qu'il y a de plus fondamental. Alors, c'est pas parti comme ça, on s'en est rendu compte maintenant avec l'expérience. Au début, c'était plus une démarche institutionnelle. C'était la direction générale qui lance la constitution de son nouveau projet d'établissement 2018-2023, dans lequel il était fortement demandé un des 5 piliers, c'était l'expérience patient. Alors déjà, derrière le mot d'expérience patient, la différence entre expérience patient, partenariat patient, c'est des choses qu'on explique un peu tous les jours, mais on se rend compte que le travail n'est pas terminé, c'est pas encore clair dans toutes les têtes, et pourtant c'est important d'essayer d'être clair. Alors, un projet d'établissement, c'est-à-dire l'inscrire, c'est un pilier, ça passe dans les instances, et derrière, forcément, il y a un plan d'action qui est en place, et une stratégie évidemment. Les éléments de la stratégie qu'on a donc là c'était 2017. 2017, pour lancer les choses, on a fait un séminaire en demandant à des services s'ils travaillaient déjà avec des patients. Nous on ne le savait pas. Et en fait on a eu plein de propositions qui sont des services qui avaient commencé à travailler sur le sujet. Deuxième chose, le drapeau québécois, on s'est quand même beaucoup rapproché de l'expérience de Montréal, du CEPPP, des gens avec qui on travaille, j'allais dire quotidiennement, comme Marie-Patricia Alpomé, avec qui je travaille beaucoup, elle est prof de santé publique, elle aussi, à Montréal, Vincent Dumez, et Alexandre Berkes maintenant, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, et qui travaille toujours avec nous aux Hospices Civils de Lyon, puisqu'il a un temps partiel aux Hospices Civils de Lyon sur le sujet. Donc, l'expérience, et le directeur général, le PDG du CHU de Montréal est venu plusieurs fois à Lyon. On a travaillé sur le sujet aussi pour en faire vraiment un projet institutionnel. Donc ce projet, il a été situé dans une direction d'établissement qui est la direction qualité usager et santé populationnelle, pour inclure les aspects aussi de prévention et d'approche populationnelle des sujets, parcours. Donc situé dans la direction générale, ce qui donne une forme de légitimité. Ce qui donne aussi la capacité d'impulser au sein de la stratégie d'établissement un certain nombre de sujets. Donc l'implantation claire, et puis ça a été dit par Monique Mazara auparavant, dans la direction générale, c'est quelque chose d'important dans les CHU, vu la taille des CHU. La troisième chose, c'est finalement la coordination par un binôme entre un professionnel et un patient. C'était en l'occurrence une patiente coordinatrice, donc on a recruté une patiente coordinatrice qui n'était pas là pour être une patiente partenaire, qui était là pour construire avec nous le dispositif. C'était donc Brigitte Voltapolé qui a fait un mandat de 3 ans, qui souhaitait s'arrêter, donc on a recruté quelqu'un qui malheureusement aujourd'hui ne peut pas être là, qui s'appelle Gwenaël Tual, avec lequel de très belles choses sont en train de se construire. Donc la coordination à 2 têtes, l'autre tête c'est Isabelle Dadon, pour construire le dispositif. Ça aussi, ça nous a semblé effectivement, elle a utilisé le mot de grand âge, Monique, tout à l'heure. C'est l'arrivée de Brigitte Voltapolé qui nous a fait basculer dans une autre dimension, dans notre capacité à aller travailler avec des patients et avec des professionnels de santé. Projet d'établissement, co-construction avec des équipes de santé, des équipes pilotes volontaires, c'est absolument évident. Mais aussi, ce qui est absolument évident, c'est que quand on a fait l'analyse par des approches qualitatives de l'expérience des premiers services, on s'est rendu compte aussi des limites. Donc on a constitué ce qu'on appelle un prototype, c'est-à-dire les 5 incontournables d'un projet réussi, et si les équipes vont sur ces 5 dimensions, elles sont labellisées après. En plus, il y a une reconnaissance institutionnelle.
Donc ces 5 domaines ou dimensions incontournables, c'est notamment la formation des patients qui arrivent. C'est pas long, c'est 3 demi-journées, mais il faut qu'ils soient un peu à l'aise quand ils se retrouvent quelque part, quelle que soit la fonction du patient. La deuxième chose, c'est une feuille de route. C'est que le service exprime et l'écrive les objectifs de son projet. Qu'est-ce qu'ils attendent du patient? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à donner comme temps au patient? Qu'est-ce qu'ils attendent du patient en retour? Donc que les choses soient très, très explicites. Et ça, c'est pas forcément toujours très très facile, mais finalement, c'est ça qui stabilise les choses et qui font qu'il n'y a pas de malentendu après. Voilà, je me tais sur cette diapositive. On reparlera de la comité de pratique après. Oui, merci. Pour compléter, effectivement, on ne les cite pas tous, mais en fait, dans nos incontournables, il y a justement ce côté volontariat. Parfois, on a des patients ou des personnes qui ont été pris en charge, ça peut même être des professionnels qui sont devenus patients et qui nous disent « Moi, j'aimerais bien rentrer dans quelque chose avec une équipe de soins ». Et ça peut être un déclencheur, ça peut être des professionnels. En tout cas, à la base, construire cette feuille de route ensemble. Et dès le début, c'est avec un ou des patients ou des proches d'ailleurs ou des aidants. Parce qu'on a commencé, dès le début, on a dit le P, ça peut être aussi des proches, ça peut être aussi des aidants. Et avec Gwenaëlle Tual, on aura certainement beaucoup de nouveaux projets dans ce cadre-là. Et donc, c'est dès le début, des professionnels du service et des patients. Et quand on dit des professionnels, c'est un autre de nos incontournables, c'est du pluriprofessionnel. Parce qu'on s'est aperçu que s'il n'y a que des infirmières qui veulent lancer un projet, ou s'il n'y a qu'un médecin qui veut lancer un projet, en général, il fait flop. Parce qu'il porte une belle idée, et demain, il s'en va, et bien, il n'y a plus rien. Et donc, notre objectif, comme le disait Philippe, c'est de faire quelque chose d'institutionnel, de le partager au niveau de l'ensemble des services. À terme, là, dans notre projet d'établissement, c'est la moitié des services qu'on s'est fixé comme objectif, ce qui fait déjà une petite centaine aux Hospices Civils de Lyon, mais de faire du partenariat et d'expérience patient. Mais l'objectif, c'est de pouvoir offrir à tous les services cette opportunité de travail en commun. Et donc, dès le début, on insiste sur cette co-construction de plusieurs types de professionnels et des patients. Donc, dans cette diapo, ce qu'on voulait vous dire également, c'est que on parle de patients partenaires et d'expérience patient. Derrière, il y a plusieurs voix. Nous, on parle des voix plurielles aux Hospices Civils depuis le début, parce que en fait, on avait la chance de pouvoir déjà travailler très bien avec des représentants d'usagers, qui sont ou pas des patients, ou des bénévoles, ou des proches, ou simplement des gens intéressés à travailler dans un hôpital. Donc ils ont une voix autour des droits des patients en général. Les patients partenaires qui effectivement sont pris en charge dans les services, ou des proches, ou des aidants, encore une fois. Et on a plusieurs projets qui se font dans ce cadre-là, pour des enfants, ou des personnes en situation des personnes âgées, ou de situation de handicap lourd. On travaille beaucoup avec des aidants. Et puis on a bien évidemment également des associations qui sont susceptibles d'intervenir à un moment donné, qui peuvent parfois eux-mêmes avoir formé des bénévoles et qui ont une autre légitimité à intervenir dans les projets. Donc chacun porte sa voix, sa légitimité différente. Les patients partenaires, par exemple, on ne leur demande jamais d'être représentatifs. Ils ne représentent que leur expérience. Ils sont là pour dire ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont métabolisé et comment l'équipe peut s'en saisir. Après, ils voient si c'est possible avec plusieurs patients, mais ce qu'ils apportent, c'est déjà quelque chose, soit avec d'autres patients, soit dans le parcours. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes qu'on a stabilisées aussi auprès des équipes au fur et à mesure. On disait on est en binôme, on essaye toujours d'intervenir avec un professionnel, moi au début, et puis petit à petit des membres, et bien sûr pas mal de membres de l'équipe de la direction qualité, y compris de plus en plus des conseillers qualité dans les groupements, et des patients ou des représentants d'usagers ou des bénévoles d'associations pour montrer justement l'importance d'avoir les deux volets à chaque fois. Et on a passé beaucoup de temps dans les instances et c'est pas complètement terminé, hein. On vous montrera tout à l'heure une vidéo où effectivement l'année dernière on a pu intervenir dans le cadre d'une dimension plus stratégique, parce que là on a développé beaucoup de projets avec des services de soins, on en a développé avec quelques directions et on a carrément l'année dernière pu rentrer dans une dimension stratégique. On vous montrera une vidéo sur des choix qui vont engager l'établissement pour plusieurs années au niveau de faire des choix sur la robotique au sein des Hospices Civils de Lyon. Et là on a mis aussi du partenariat et des représentants d'usagers d'ailleurs. Je pense que là-dessus, il n'y a pas grand-chose de plus que je voulais vous dire. Donc sur la diapositive suivante, c'était aussi dans la structuration et l'éclaircissement des missions de chacun. C'était de le dire, et là j'irai très rapidement sur cette diapositive. Hein. Il y a des patients des patients partenaires. Là, on est revenu au travers de l'ensemble de nos voix plurielles. On revient sur les patients partenaires, c'est le sujet. Des patients partenaires qui arrivent, qui interviennent au niveau de choix stratégiques, tu viens juste de le dire, sur la chirurgie robotique de demain et pour les 10 ans à venir.
c'est-à-dire des millions investis, les patients ont eu une voie qu'on peut dire assez exemplaire. La recherche, on a un directeur général, Raymond Lemoigne, qui impulse beaucoup de choses autour de la recherche, et ce qui nous a conduit aussi beaucoup à travailler sur la place des patients dans la recherche, de faire un livre blanc pour les patients qui voudraient, de par leur parcours antérieur, s'investir dans des projets de recherche. Ensuite, dans le soin, bien évidemment, on va dire 80% peut-être des services aujourd'hui qui travaillent avec des patients partenaires le font au travers de la pérédance. La pérédance, c'est vraiment ce qu'il y a de plus développé, on va dire, aux hospices, c'est-à-dire donc l'intervention de patients auprès d'autres patients. L'organisation des parcours, c'est évidemment donc un mode de sollicitation qu'on rapproche beaucoup du travail aussi donc avec les équipes en tant que patients proches des équipes et non pas intervenant auprès d'autres patients. Le coaching de patients partenaires, on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est un autre sujet. C'est important, c'est vraiment important. L'environnement de soins, on a eu un PUPH de néphrologie qui nous a dit « mais moi je suis usager expert à Air France, on a des séances où on nous demande de venir, la couleur des tapis dans les avions, la restauration, l'accueil, le machin, le truc. » Il nous a dit « pourquoi on ferait pas la même chose au hospice ?» Donc on a dit banco, on va faire effectivement, c'est la direction des ressources matérielles qui organise ça, mais effectivement qui mène des ateliers avec des patients partenaires pour travailler sur ces questions logistiques, matérielles. Comme à Air France, après on organise une petite visite pour les patients qui ont bien voulu venir, donc dans un bloc, dans un endroit, voilà, que c'est comme les coulisses. Et puis enfin la formation, alors il y a l'ETP, des patients qui interviennent en ETP, les patients intervenant en ETP, ça on en a aussi pas mal. C'est pas si simple que ça de définir la place des patients en ETP, Nous on voit que on aimerait dire que c'est vraiment quelque chose de plus ancien et de plus avancé, pas du tout. C'est plus ancien mais pas si avancé que ça. Mais il y a aussi la place des patients dans la formation au-delà de l'éducation et à côté de l'éducation thérapeutique qui est importante. Voilà, on va passer à la... Alors, tu veux... Peut-être dire deux choses sur la semaine PEPS d'une part et les dispositifs de soutien, parce que le reste on l'a un peu abordé au décours de notre présentation. Semaine PEPS, en fait en 2019 avec Brigitte Volta, on a été plusieurs, et des représentants d'usagers et des bénévoles d'associations, et puis des patients qu'on a découverts d'ailleurs, qui sont devenus des patients partenaires depuis chez nous aux hospices. On a fait un hackathon, et à la fin de ces 3 jours intenses, on s'est dit que effectivement, le dispositif qui est ressorti, c'est de mettre en place quelque chose chaque année de récurrent, un événement qui permette de rassembler les équipes, les patients, les représentants d'usagers, les aidants, ceux qui ont envie, pour montrer un peu ce qui se fait pendant l'année, et puis identifier de nouveaux projets, identifier peut-être de nouveaux patients partenaires. Chez nous on identifie, on recrute pas puisque ce sont des bénévoles. Donc tous les ans, au mois d'octobre en général, on se fait une semaine, et comme on a 5 groupements, il y a une journée par groupement, et à chaque fois les équipes qui ont travaillé pendant l'année viennent montrer ce qu'ils ont fait, ils viennent expliquer comment ils ont déroulé leur feuille de route, et la dernière journée, il y a aussi des ateliers un peu réflexifs, il y a des choses sur justement comment monter une feuille de route avec une équipe, des entretiens un petit peu internationaux, on fait venir des gens de Suisse, de Belgique, etc., de Montréal bien sûr, pour stimuler aussi sur des nouveaux sujets. Et puis le dernier jour, le vendredi, le directeur général, le président de CME, remet le label aux équipes qui ont respecté les différents principes qu'on a donnés tout à l'heure, les incontournables, et qui ont bien avancé dans l'année. Et ensuite on a la nouvelle promotion qui sort aussi, et donc on a les jeunes candidats, comment les appeler, les futurs qui vont travailler avec nous l'année suivante, qui se sont déjà identifiés. Donc voilà, la nouvelle promo. Donc on a des promos tous les ans comme ça qui sortent. Donc ça c'est la semaine PEPS. Et puis on a des dispositifs de soutien, puisqu'on commence à avoir beaucoup, on a plus d'une 60aine de patients partenaires aujourd'hui dans les services. On a une 20aine de représentants d'usagers aussi, et puis on a des bénévoles d'associations petit à petit qui nous rejoignent. Donc tout ça forme une communauté de pratique qu'on essaye de régulièrement, qu'on rassemble régulièrement. Alors finalement la crise nous a beaucoup servi, parce que certains n'arrivaient pas toujours à se déplacer pour des réunions d'échange, et on fait du mixte et ça marche vachement bien. Et donc c'est vrai que ça nous permet très régulièrement, pratiquement une fois par trimestre, avec des professionnels aussi engagés, d'avoir de vrais échanges dans une communauté de pratique. Et puis on a mis en place également l'année dernière, pour les patients qui font de la pérédance, parce que c'est un besoin, un soutien qu'ils ont demandé, un groupe donc d'analyse de pratique des gaps,
qui sont animés par un psychologue et qui permet aux patients partenaires de se retrouver, d'échanger et de s'améliorer, en tout cas de prendre des idées des uns et des autres et puis de pouvoir décharger aussi un certain nombre de choses qu'ils entendent, qu'ils vivent. Il ne faut jamais oublier, ce sont des personnes qui à la base ont une pathologie plus ou moins prégnante ou ont eu une intervention lourde. Et donc voilà, c'est ce qu'on leur offre petit à petit au niveau des hospices et on est en train de compléter aussi le programme de formation pour que les professionnels des hospices, dans leur plan de formation, aient une vision de l'expérience patient et du partenariat avec les écoles d'infirmières aussi, et donc, ou de pharmacie. Par exemple, je vais bientôt faire quelque chose avec une patiente pour les préparateurs en pharmacie, avec les internes, avec les donc ils ont ce rôle de formation aussi, de co-formation dans les différents instituts et écoles. Dernière diapositive, ça porte sur l'expérience patient. Jusqu'ici, on a parlé des patients partenaires. Je terminerai juste sur les aspects stratégiques, puisqu'on était aussi sur ce sujet. Aujourd'hui, la direction souhaite qu'on travaille beaucoup sur l'innovation dans tous les domaines aux hospices. Et là aussi, on a la chance d'avoir pu lancer un certain nombre de projets, y compris des appels à projets internes et externes aux hospices civils de Lyon, qu'on a mis en place en collaboration avec la métropole de Lyon, sur handicap, partenariat et innovation. Et on a des projets comme ça qui trois projets qui ont été lauréats de cet appel à projet financé d'une part par les hospices et la métropole de Lyon pour travailler sur des solutions qui permettent d'améliorer l'accès, l'accueil ou la prise en charge des patients. La dernière diapo donc sur l'expérience patient. Bon, on en fait tous un peu sur l'exploitation d'ISATIS de façon plus ou moins sophistiquée, la mise en place de PREMS autre que ce qu'il y a dans ISATIS, questionnaire de satisfaction, les patients traceurs, nous on en fait, c'est aussi une priorité institutionnelle, on en fait beaucoup, et on n'utilise pas suffisamment ce que les patients nous disent pendant les patients traceurs, alors que c'est passionnant. Mais on est en train d'avancer sur le sujet, puisque parmi les projets qu'on a de recherche-action, on va dire, on est en train de travailler sur le traitement automatisé de l'oralité. C'est pas le traitement automatisé de l'écrit, c'est celui de l'oralité, où on transforme directement à travers d'un... Non, c'est pas Entends-moi. Entends-moi, c'est le traitement automatisé de l'écrit. Là, c'est l'oralité, c'est un cran au-dessus. Hein, c'est un entretien, un cadre qui fait un entretien avec un patient, qui va pas passer 3 heures pour faire la synthèse et passer à son équipe une synthèse écrite. C'est un logiciel c'est au travers d'un traitement automatisé fondé sur l'intelligence artificielle de pouvoir retranscrire tout de suite ce qui est attendu, ce qui a été préconçu dans ce dispositif d'intelligence artificielle. On en est au tout début, mais c'est vraiment un sujet sur lequel il faut absolument qu'on avance, parce que ce qui passe le plus aujourd'hui comme message, comme expérience des patients, c'est au travers de l'oralité. C'est pas les réclamations, c'est pas ISATIS, c'est pas n'importe quel questionnaire, c'est ce que les gens disent. Et ça, il faut qu'on aille le chercher. L'étape d'après, ça sera aussi de capter le non-verbal. Alors là, quand on y sera, il faut qu'on cherche. Alors, ce qui reste à faire, capter aussi ce que les proches vivent et que parfois on ne collecte pas. Alors, on dit toujours patient. Posons-nous le patient, derrière c'est patient, proche, entourage, etc., etc. Aidant, c'est un mot valise, hein, le mot patient, effectivement, qui en pédiatrie, c'est évidemment pas le bébé, par exemple. Ce qui reste à faire à la mesure des PROMS et des PREMS, des PROMS, donc Patient Related Outcome Measures, on aura aussi une vidéo si on a le temps, on verra. Si on la lance maintenant. Mieux utiliser toutes les sources, on l'a déjà dit. Intégrer les résultats pour définir le plan d'action. Moi, je dirais que l'usage des PROMS et des PREMS, aujourd'hui, c'est utilisé de façon rétrospective pour construire des plans d'action. Améliorer, c'est très bien. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est l'usage clinique des PROMS et des PREMS. C'est-à-dire, en consultation, j'ai ce que le patient m'a dit juste avant la consultation et je l'utilise pour personnaliser la proposition que je veux faire au patient. C'est ça qui est l'enjeu clé de demain. Donc on nous a demandé de faire deux courtes vidéos. Il y en a une qui fait 3 minutes, l'autre qui fait 5 minutes. Je pense qu'on est dans les temps. Pour en passer une des deux, oui. Ok. Bon, moi il me semblait qu'on avait respecté.
Bon, enfin, on va passer la première tout de suite si vous voulez bien. C'est celui sur la chirurgie robotique. Ou sur les proms. L'autre, elle passera en boucle. Bon, on va voir ce qui sort en premier. Est-ce qu'on peut nous envoyer la vidéo? Une vidéo qui s'appelle Lustich, du nom du professeur d'orthopédie qui travaille sur les proms. Ça arrive. Alors vous allez voir l'autre. En fait, c'est sur les... En juin 2021, nous avons été saisis par la Direction Générale des Hospices Civils de Lyon pour identifier des représentants d'usagers et patients partenaires pour participer au séminaire chirurgie robotique des Hospices Civils de Lyon, puisque la Direction Qualité est en charge du dispositif PEPS, Partenariat Expérience Patient en Santé, et décline depuis plusieurs années des projets avec des patients, des représentants d'usagers dans les services de soins. Là, nous étions sur un projet plus stratégique avec un soutien à la gouvernance pour prendre une décision qui allait engager des montants relativement importants dans quelques années. En termes de méthode, nous avons choisi de préparer les patients en amont du séminaire. Donc avec un groupe de travail avec des professionnels montrant ce que c'était que la chirurgie robotique. Un deuxième atelier, on va dire, avec des patients, parmi des patients des services qui venaient au séminaire pour faire part de leur expérience en matière de chirurgie robotique. On a été extrêmement intéressés par leur position, qui était pour les trois quarts extrêmement favorable. Ça nous a permis de comprendre l'enjeu et puis ça nous a permis d'arriver avec une position relativement confortable, un certain nombre d'informations assez intéressantes et importantes pour nous. Lorsque nous sommes arrivés, on nous a fait donner que nos prénoms, c'est-à-dire que les noms des chirurgiens qui étaient les grands patrons de Lyon ne figuraient pas et qu'on était pratiquement à niveau équivalent, si vous voulez. Et que dans chaque atelier, on a pu prendre la parole de notre position d'usager et de patient partenaire. Ce temps de préparation nous a donné les outils pour être pertinents, entendus. Je remercie les hospices civils d'avoir mis ça en place et de ne pas nous avoir utilisés simplement comme un pion pour qu'on soit dans un dossier. OK, on a eu les représentants des usagers, les patients partenaires. L'objectif de notre démarche de partenariat aux Hospices Civils de Lyon, c'est vraiment de modifier à long terme la culture pour que chaque professionnel qui a un projet pense à avoir le regard du patient. Cette confiance permet de co-construire. Quand on n'a plus peur de l'autre, on peut passer d'un moment où on pense avec à un moment où on agit avec. Les deux personnes présentes au séminaire ont participé à l'évaluation des projets déposés par les équipes de chirurgie pour demander des robots dans différentes spécialités. Donc ils ont co-construit la décision stratégique avec la Direction Générale des Hospices Civils de Lyon. Nous sommes là pour représenter l'ensemble des patients et de porter leur parole auprès des professionnels de santé, mais on est aussi là pour apporter aussi une amélioration dans la qualité de la prise en charge, dans la qualité des soins apportés, dans la qualité du respect du droit des usagers. Donc tout ça, on a pu l'apporter parce qu'on était bien préparés, ça matchait assez bien. Voilà, merci à Madame Gachet. C'est ça, merci à vous. Merci beaucoup. En fait, ce qu'on voit aussi dans... Non, on va pas passer celle-là, puisque je pense qu'il vaut mieux répondre à une ou deux questions. Oui, je pensais plutôt effectivement ça passera en boucle après. Ok, on le laissera la vidéo pour la séquence qui suivra notre table ronde. Ce qu'on voit, c'est quand même qu'aux Hospices Civils de Lyon, cette pluralité des voix qui s'expriment est une véritable composante de votre stratégie d'engagement des usagers. On se demande tout de suite à l'échelle d'un établissement comme le vôtre si ça pose pas des questions dans la répartition des rôles. Vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure. Peut-être que ça génère aussi un peu de frustration chez certains qui peuvent s'exprimer dans certains cadres et pas dans d'autres. Comment on manage tout ça à grande échelle ? Alors les hospices, c'est effectivement 13 établissements, 5 groupements hospitaliers, 5400 lits, 24 000 personnes. Donc c'est vrai que des frustrés, il y en a sans doute un ou deux. Surtout en ce moment. Et pas que dans les 60 patients partenaires, mais aussi du côté des professionnels. Non, ce que je veux dire par rapport à ce sujet, que les 2 ans de crise, il y a beaucoup de projets qui sont arrêtés, notamment sur la qualité, on le sait tous. Les projets avec les patients partenaires ne se sont jamais arrêtés.
On a fait notre semaine PEPS en 2020, on a fait notre semaine PEPS en 2021, les gens étaient là, et ils continuaient. Ce qui est quand même, à mon avis, un signe assez fort de ce que je disais au début, c'est que les gens s'y retrouvent parfaitement là-dedans. Ils ont l'impression de travailler sur la relation soignant-soigné pour ne pas me redire. Notre difficulté aujourd'hui, vu la taille, c'est celui du déploiement maintenant, de la démultiplication. On a construit un prototype, on a une équipe au niveau du centre dans la direction qui est maintenant bien aguerrie à ce sujet, qui a plus de problème pour accompagner les services, accompagner les groupements hospitaliers, accompagner la direction générale. Maintenant, pour que ça se déploie de plus en plus rapidement, il faut qu'on forme des cellules déportées de compétences dans chacun des groupements hospitaliers, voire des établissements, qui puissent elles-mêmes accompagner les services qui veulent. Donc, c'est un effet boule de neige, c'est-à-dire que maintenant, dans quasiment tous les pôles, il y a des services qui ont de l'expérience. Appuyons-nous sur ces services-là. Mettons au niveau de chacun des groupements hospitaliers une cellule avec une ou deux personnes référentes. Il n'y a pas de moyens dédiés là-dessus. Mais pour démultiplier un petit peu et éviter de faire effectivement trop de frustrés, parce que maintenant effectivement des volontaires on en a de plus en plus. À la fin de la semaine PEPS d'octobre dernier, on avait à la fin plus d'équipes qui voulaient travailler que nous n'avions de bras pour les accompagner. Donc ça c'est sûr que ça nous oblige à changer de stratégie. C'est un vrai point de bascule. À partir du moment où, comme on le disait tout à l'heure, on part avec les volontaires et puis au bout d'un moment on a plus de volontaires que de capacité à les nourrir et à les accompagner, c'est un vrai point de bascule. Et de savoir que c'est un point de bascule dans un établissement qui a plus de 200 services, on mesure la tournure que prend ce sujet dans les établissements, et quelque part je pense que c'est une forme d'encouragement pour les autres qui en sont pas encore à ce stade, mais qui peuvent se dire que en perspective il y a ça aussi. Et puis pour tous les patients qui soient partenaires, représentants des usagers, mais aussi peut-être vos patients lambda, faire connaître cette démarche. Je dis lambda, c'est les patients de tous les jours, les patients qui viennent et qui repartent après une prise en charge. Faire connaître ces démarches, faire connaître l'intérêt de la structure pour leur expérience, c'est aussi un véritable sujet. On parlait de pédagogie tout à l'heure, je crois que la pédagogie, elle doit aller jusque-là. Un grand merci à tous les deux. Merci. Peut-être juste une chose pour répondre aussi à la question que tu posais tout à l'heure sur les frustrations par rapport aux représentants d'usagers, par exemple aux bénévoles d'Assos. Ils ont chacun leur place. Il y a beaucoup de projets, de plus en plus de projets où en fait on les associe, y compris dans des services de soins. On fait des focus group, ils apportent des choses différentes. Et ce qui est très bien, c'est qu'en fait aujourd'hui, finalement, les équipes ont entendu parler de tout cela et ils font aussi directement. Philippe parlait au début de la distinction entre expérience patient et partenariat. On est rentré par le partenariat parce qu'il y avait des équipes volontaires et que c'était un dispositif plus institutionnel. Et aujourd'hui, on revient sur l'expérience. Et en fait, le recueil de l'expérience, ça amène à travailler avec des patients. Ça amène éventuellement des projets de partenariat. On parlait de partenariat patient, on parle plus que de partenariat parce que c'est le partenariat entre des équipes et des patients, voire l'institution. Donc voilà, on a évolué dans tout ça et cette culture, petit à petit, elle se déploie au bénéfice de ce que l'on attend au niveau de l'institution, de quelque chose qui a du sens pour les professionnels et qui améliore la qualité de la prestation pour les patients et leurs proches. Donc c'est pas forcément un cheminement linéaire, mais c'est un cheminement opportuniste pour essayer d'avancer le plus possible et de manière la plus pragmatique. Un grand merci à vous, on peut vous applaudir. Et j'accueille tout de suite avec moi l'équipe de la PHP, à qui on a réussi à sauvegarder un petit peu de temps, c'était leur inquiétude. Est-ce qu'on aura assez de temps pour présenter leur expérience? Alors, installez-vous. On est un de plus. Oui, tout de suite, tous ensemble, c'est bien. À condition que j'ai un signe positif du caméraman, installez-vous. Ok. Alors, qui commence? Christine Guéry? Oui, bonjour à tous. Christine Guéry, directrice qualité partenariat patient au siège de la PHP. On a choisi en fait de donner beaucoup de temps pour vous faire un retour sur deux expériences qui ont été conduites à la PHP. Juste quelques mots d'introduction que je vais faire avec Marion Lanly, qui travaille au sein de la direction également et qui est chef de service du service expérience partenariat patient. En fait, à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, on a choisi donc évidemment d'avoir un objectif fort en matière de
soutien, le souhait c'était d'impulser, d'accompagner, de soutenir les initiatives en matière de partenariat patient. Et à partir de ce grand objectif, la première question qui s'est posée, c'est déjà quelles sont toutes les actions qui sont conduites à la PHP. Il y avait déjà évidemment un grand nombre d'actions et de projets qui étaient conduits, soit au niveau transversal, institutionnel, soit au sein des groupes hospitalo-universitaires ou sur les sites et dans les services. Donc on a déjà fait ce premier travail de recueil des actions qui pouvaient être conduites et ça nous a permis de pouvoir déjà mieux connaître les différents acteurs qui étaient impliqués, de faire du repérage, de pouvoir discuter avec eux de ce projet. Et puis également, ça nous a permis de faire remonter les besoins, les premiers besoins qui émergeaient de ces échanges. Et on va retrouver dans ces besoins ce qui avait pu être dit auparavant, c'est-à-dire déjà la nécessité de clarifier les concepts pour mieux les partager. Qu'est-ce qu'on appelle expérience patient, qu'est-ce qu'on appelle partenariat patient, sachant que vous le verrez, Marion Lanly reviendra à la PHP, on est parti plutôt de l'expérience patient pour arriver au partenariat patient. Ça a été aussi de dire qu'en fait, il y avait des besoins de structuration et donc des attentes. Pour mieux les accompagner, il était nécessaire de structurer davantage, de pouvoir construire des outils et de pouvoir les accompagner en termes de formation, de culturation. Et puis enfin, une volonté vraiment et un souhait de partager les expériences qui étaient conduites. Et c'est sur quoi nous travaillons actuellement. Bonjour à tous. Bon, la diapo va peut-être arriver. Mais ça devrait arriver, oui. Voilà, je vais juste vous parler un peu de cette politique donc partenariat patient. Hein, on se focalise sur le partenariat patient. Donc Christine a dit quelques mots. Donc notre premier objectif, c'est de sensibiliser, vraiment donner à voir, montrer l'exemple. Et pour ça, donc on fait un gros travail voilà, d'acculturation, comme disait Christine, aller dans les services, aller dans les facultés, présenter ce qu'est le partenariat patient. Et petit à petit, oui, voilà. Petit à petit, on va arriver à faire émerger des projets ou même identifier des projets qui existent et qu'on ne connaît pas. En fait, c'est toute la difficulté à la PHP, c'est d'aller repérer les projets qui existent. Donc, on a ce gros travail de communication dont les collègues ont pas mal parlé. Alors, on le fait chacun à notre façon. On essaie de donner l'exemple dans ce travail de sensibilisation sur ce qu'est le partenariat avec ce comité de pilotage qu'on a mis en place au niveau du siège, donc présidé par le directeur général et qui nous a demandé d'inclure une grosse partie de patients partenaires. Donc on essaie de donner l'exemple dans la gouvernance aussi de nos approches et de la mise en œuvre de nos projets de partenariat et d'expérience patient. La deuxième brique, c'est une fois qu'on a donné à voir, qu'on a montré, qu'on a expliqué ce que ça pouvait être, c'était d'aller chercher, identifier ces projets. Donc très concrètement, on a déjà quelques projets, quelques personnes qui viennent à nous parce qu'à force de parler, ça finit par le message finit par passer. Et donc on accompagne très concrètement des médecins qui nous demandent mais moi j'ai une idée, mais je ne sais pas comment convaincre mes collègues, je ne sais pas comment trouver des patients partenaires. Donc aujourd'hui, on est vraiment on les aide à séquencer, serrer leurs problèmes pour que petit à petit ils puissent avancer dans leur quotidien qui est très très chargé et très opérationnel. Et ça, c'est le début d'une communauté de pratique qu'on va vraiment structurer plutôt donc à l'automne. Donc on va réunir ces différentes équipes qui sont volontaires pour participer à cette communauté de pratique et qui vont partager leurs pratiques, qui vont nous permettre aussi nous d'avancer, enfin collectivement en fait, sur ce dont on a besoin pour que le partenariat se mette en place et sur les outils dont les équipes ont besoin et qu'on a également commencé à faire. Donc on a quasiment fait le tour pour l'instant des outils dans cette première étape. Mais quand on parle d'outils, c'est quoi concrètement? C'est j'ai une idée, mais comment je trouve mes patients partenaires? Comment je les trouve? Alors quelques pistes, donc on va les aider, on ne va pas les trouver à leur place, mais on va leur dire voilà la méthode, voilà comment vous pouvez y arriver, et on va les accompagner donc effectivement au travers de cette communauté de pratique. Donc c'est important, en fait on se rend compte que dans toutes ces initiatives qui ont été prises, parfois réussies, parfois pas réussies, parfois pas encore totalement abouties, il faut fournir de l'appui et de la méthode et de l'encouragement aussi. C'est là où la vertu aussi d'une communauté de pratique, le fait de ne pas se sentir seul, de ne pas être tout seul face à des collègues qui sont parfois pas tout à fait favorables, méfiants par rapport à ces sujets. Comment
comment ils se sentent plus forts collectivement, et comment on donne à voir pour donner envie ensuite aux autres. Voilà. Et puis on a également prévu des formations. Donc on a notre première édition formation-action à la fin du mois de juin, où on accueillera donc des équipes de professionnels et de patients partenaires. Donc la condition, c'est qu'il y ait dans l'équipe et des professionnels, bien sûr, porteurs d'un projet, que ce soit un projet de soins, de recherche ou d'enseignement, mais également des patients partenaires qui ont déjà été identifiés et qui se sont rassemblés autour l'équivalent d'une feuille de route, comme vous le faites aux Hospices civils de Lyon, mais voilà, quelque chose qui a permis de cadrer l'intervention des patients partenaires, et on sait où on va, et on sait comment jalonner ça. Et donc, comme disait Christine, on a voulu vous présenter des initiatives concrètes, en fait, de projets de partenariat. Une première autour, on va dire, de l'organisation du soin avec le comité des patients de l'Institut du cancer Paris-Carpem, et ensuite un projet de recherche. Mais Christine vous en dit plus tout de suite. On va laisser toute la place, en fait, au retour d'expérience. Peut-être juste, vous l'aurez bien compris, 3 gros enjeux pour la PHP. Un enjeu, évidemment, au niveau de tout ce qui est amélioration de la qualité grâce, en fait, à la prise en compte de l'expérience globale du patient. C'est également aussi l'amélioration de la qualité de vie au travail. Ça a été évoqué précédemment. Ça donne du sens au travail des professionnels. Et ça permet comme ça de développer des compétences professionnelles tout à fait intéressantes, et de les développer ensemble avec l'expertise des patients partenaires et l'expertise des patients. Et enfin, évidemment, dans ces projets portés collectivement, c'est aussi ce qui permet au service du collectif de développer la démocratie en santé. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à ces 2 retours d'expérience. Merci beaucoup, en tout cas, à vous d'être là. Donc, on accueille le professeur Laurent Puig, et puis également Cerise Mahuzier et Alexandre pour une première présentation de la création du comité de patients à l'Institut de cancer Paris-Carpem. On excusera le professeur Marie-France Mamzer et Pascal Finkenstein qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Et en deuxième, on parlera du projet de recherche conduit avec les représentants des usagers et la commission médicale d'établissement, construit en partenariat sur, en fait, l'expérience des patients en matière de sécurité des soins. À vous maintenant. Merci pour cette introduction. Donc, Pierre-Laurent Puig, je dirige en fait l'Institut du cancer Paris-Carpem. Alors, je parle près du micro, voilà. En fait, ce projet est né de la réunion en fait de 3 hôpitaux parisiens que sont Cochin, l'hôpital européen Georges Pompidou et l'hôpital Necker. On a un groupe hospitalier qui s'appelle APHP.Centre. J'ai à peu près dit dans l'ordre. Donc, ces 3 hôpitaux prennent en charge des patients atteints de cancer. Et donc, il est apparu important de fédérer cette activité de traitement du cancer au sein de ces 3 hôpitaux, au travers donc de la création de cet Institut du cancer, Paris pour Université Paris-Cité et Carpem pour quelque chose qu'on avait créé avant, qui était un site intégré de recherche en cancérologie qui réunissait déjà ces 3 hôpitaux, qui s'appelle le CIRIC Carpem pour Cancer Research for Personalized Medicine. Donc on avait une dimension soins, une dimension recherche au travers de ce projet. Et pour fédérer l'ensemble des équipes cliniques de ces 3 hôpitaux et les différentes équipes de recherche qui sont situées en fait dans 6 centres de recherche parisiens, on a créé cet institut avec l'idée de les fédérer autour de programmes. Et on a créé des programmes spécifiquement dirigés contre certaines pathologies cancéreuses, mais pas que. Et dans la création de ces programmes, on a un programme expérience patient. Ah ben voilà les diapos qui sont arrivés, donc c'est la suivante maintenant. Un programme expérience patient qui intègre en fait différentes dimensions, et dont celle de patients experts participant à la création de ce programme. Alors ce programme est dirigé par Marie-France Mamzer, qui est professeure en éthique, et par Pascal Finkenstein, qui est directrice de la qualité du groupement hospitalier APHP.Centre. Donc l'idée de ce programme, c'est d'être co-construit avec des patients partenaires, et on a créé un comité patient spécifiquement dédié
au cancer ou à la lutte contre le cancer plus précisément. Vous voyez les grands thèmes de ce programme et je vais peut-être laisser la parole à Pascal à Cerise. Uzi. Voilà, donc en fait le comité de patients a été créé, est né d'une évidence à partir du moment où le CARPEM a réfléchi à intégrer le patient dans sa construction et dans les projets qu'il souhaitait développer. Et derrière donc l'initiative de ce comité de patients, ce comité de patients reportait sur 3 axes. D'une part, l'objectif était de comprendre collectivement l'expérience de chacun, de chaque expérience singulière. D'autre part, d'analyser et de construire les parcours de prise en charge des patients et de travailler avec les patients au cœur de service. Donc voilà les 3 piliers sur lesquels en fait se sont posés ce parcours expérience patient qui a donné naissance au comité des patients. Aujourd'hui, ce comité est devenu quelque chose est devenu une institution prioritaire, tant au niveau du CARPEM qu'au niveau même de l'établissement, puisqu'en fait, on s'y réfère régulièrement pour travailler sur l'expérience patient. Voilà. Alors, donc le comité, contrairement aux expériences qui ont été présentées précédemment, le comité est très récent, il n'a que 8 mois. Il est né donc de cette expérience, de cette initiative du CARPEM. Il repose aujourd'hui sur des membres, il y en a 13, 7 patients et proches, puisqu'en effet, récemment, on a eu la chance d'accueillir un proche, et c'est une dimension qu'on veut vraiment élargir au sein du comité. Et puis 6 professionnels qui se positionnent sur des axes de lecture différents, comme le social, la qualité ou le médical. Alors, concernant l'activité de ce comité a une habitude. Il se réunit une fois par mois. Lors de ces réunions qui s'organisent sur des travaux de co-construction, de partage, de retour d'expérience de professionnels qui viennent rapporter des expériences ou même de patients qui rapportent eux-mêmes leurs propres expériences, s'ajoutent en fait des interventions. Derrière ces réunions régulières, en fait, le comité est très actif et il intervient à plusieurs niveaux et c'est un peu ce qu'on va vous rapporter parce qu'en fait, finalement, le comité prend beaucoup d'initiatives pour participer à la vie de l'hôpital et à l'amélioration du parcours patient. Je vais passer la parole à Alexandre, qui est un de nos patients partenaires. Voilà. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Je suis donc suivi par Cochin depuis 2020. J'avais mis en place le professeur qui s'occupait de moi en cancérologie avait mis en place avec moi une belle, une qualité d'écoute et une relation. La relation. Et en fait, elle a commencé à voir que j'étais un petit peu, je m'intéressais, j'étais un peu curieux. Je voulais savoir ce qui m'arrivait, où j'allais, etc. Et elle m'a dit, je pense que vous seriez pas mal, vous, à aller voir. Donc, on crée cette instance de comité patient. On se réunit en juillet, et donc je pense que ça vous intéresserait. Moi, j'ai continué, j'ai fait mes recherches. Qu'est-ce que c'est que le cancer? Et je me suis retrouvé effectivement, comme tout à l'heure, là, j'ai vu des sites web qui étaient donc à Montréal, au Québec, très très actifs. Et je me disais, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas ça en France. Et puis c'est là que j'ai compris qu'il y avait CARPEM. Et qu'en fait, en gros, en discutant avec le comité patient, la première chose qu'on a fait, c'est dire, il faut qu'on fasse plus de pub, enfin de com en fait, plan com sur cela, parce que tous les docs étaient là, tout était en ligne, mais on le savait pas. Donc en gros, ce qu'on a vu, c'est qu'avec ce comité patient, on pouvait nous exprimer nos souhaits. Ce qui était intéressant, c'était la boucle de retour vers les soignants pour que on soit écouté, puis que en gros on avance, parce que c'est dans le bien, c'est pour le bien des uns et des autres, à la fois pour la qualité des soins et aussi par comment peut se retrouver le patient. Voilà. Donc en fait, en gros, depuis 8 mois, en fait, les 3 premiers mois, je dois dire que on est
je pense pas aussi avancé que on peut dire ça, hein, d'accord, professeur. On n'est pas aussi avancé que Nice et Lyon, mais bon, on a commencé à discuter ensemble. Ça a pris, je pense, bien 3 mois pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que l'université des patients, qu'est-ce que l'on peut attendre de ce comité. Essayer de commencer à travailler ça comme effectivement un chef de projet. Dans ma vie antérieure, j'étais directeur de projet, donc ça m'a parlé. Toute cette consonance anglo-saxonne avec les métriques, et KPI et autres, je me suis dit tiens, c'est pas mal, on va pouvoir travailler ensemble sur ce sujet. Et donc voilà, on a commencé à travailler donc avec donc professeur Mamzer, donc de l'université des patients, et effectivement il y a eu 3 personnes, je crois, 3 patients qui sont aller donc en cours à l'université des patients. Moi, je suis trop vieux, donc tant pis. Voilà. Donc, on parlait de facilitation donc entre patients et soignants, c'est clair. On avance très fort là-dessus. Tu veux reprendre un peu? En fait, on a construit notre démarche sur une première nécessité d'avoir systématiquement un regard croisé entre les patients, et sous le terme patient, on inclut bien évidemment aidants et proches, les soignants et les administratifs. Et autour de ça se sont développées plusieurs expériences. Donc il y a eu en effet tout un sujet qui portait sur l'acculturation des équipes en fait à l'expérience patient. Et c'est vrai que les témoignages de patients ou l'implication des professionnels sur des ateliers dans lequel intervenaient les patients a vraiment facilité ce sujet un peu obscur pour beaucoup de l'expérience patient. Ensuite de ça, il y a eu en effet le sujet de la facilitation des échanges, la prise en compte des attentes des proches qui a émergé au fur et à mesure de nos ateliers. On s'est rendu compte finalement qu'on était on a travaillé beaucoup sur des parcours, sur la communication sur les parcours, sur les étapes phares et les interlocuteurs phares attendus ou pas sur chaque étape. Et finalement, on s'est rendu compte il y a 3-4 mois que la dimension des proches était souvent sous silence. Donc en fait, on a fait le nécessaire, on a intégré un proche, on va essayer d'étoffer ce volet-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre sujet porte tant sur accompagner et soutenir le besoin des patients que de celui des proches et des aidants. Ah non. Bon, c'est pas grave, je le fais sans. Non, allez-y, elle est revenue. Un autre élément qui vient soutenir le regard croisé porte sur l'intervention des patients dans des congrès scientifiques. Je crois qu'Alexandre, la semaine dernière. Oui, enfin quand je vous disais mon passé me rattrape. Donc en fait, j'ai été invité par le CARPEM et le GHU à intervenir lors de l'accréditation au OSI. Et donc j'ai représenté avec une autre patiente du groupe universitaire, hospitalier universitaire. J'ai participé donc à l'audit, mais en tant que audité en fait. Audité. Donc bon, je pense pas trop dit de conneries parce que bientôt il va y avoir le diplôme, j'espère. Mais en tout cas, en gros, j'avais même vu le retour des auditeurs qui étaient très contents parce qu'il y a eu un débrief. Et effectivement, je pense que ces organismes de certification donnent une grande part à cette touche de patients. Parcours de soins, centré patient, et effectivement, voilà, je suis là, c'est parce que justement vous me donnez cette écoute, voilà, aussi, en retour. Merci beaucoup Alexandre. Vous dites 2 choses très importantes. La première, c'est que quelque part, les praticiens, les médecins ont un rôle à jouer dans le recrutement des patients partenaires, parce que vous avez confiance en eux et qu'ils peuvent être des prescripteurs quelque part.
vers ensuite peut-être une unité qui est chargée de les aider. Et puis vous parlez beaucoup de votre lien, le lien avec votre vie antérieure, ou votre vie tout court, votre vie professionnelle, et le lien que vous faites entre votre rôle en tant que témoin, en tant que partie prenante, et les compétences, les qualités que vous aviez déjà avant même de vous retrouver dans cette situation et qui peuvent être mises à profit dans le cadre des groupes de travail, dans le cadre du pilotage et de la conduite de projet. Et ça, c'est un autre aspect très important parce qu'on l'a vu avec les Hospices Civils de Lyon, on le voit aussi avec la PHP. Choisir les patients partenaires avec qui travailler, ça n'est pas forcément une mince affaire, ça ne relève pas de l'évidence et donc il faut se trouver mutuellement et vous en parlez bien. Merci. Ok, merci. Et donc, très rapidement pour finir, ou peut-être que c'est fini ? Là, on va devoir passer à la séance suivante. Donc, merci beaucoup, Cérise, et on mettra tout en ligne pour que ceux qui sont là puissent profiter de la suite. On vous applaudit. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Olivia Gross. Olivia Gross qui est responsable de la chaire de l'engagement des usagers au LEPS, Laboratoire Éducation et Promotion de la Santé. Olivia, la parole est à toi. Oui, merci. Merci de m'avoir présenté. Merci pour la proposition. Je suis effectivement universitaire, maîtresse de conférences et directrice d'une chaire de recherche sur l'engagement des patients, mais je suis aussi et même historiquement représentante des usagers à la PHP. Et donc justement, on peut passer à la diapo d'après. Ah, c'est toi. Et justement, en 2016, la commission médicale d'établissement de la PHP, et plus exactement la sous-commission, je crois, qualité des soins de cette commission, a réuni un petit groupe de représentants d'usagers dont je faisais partie, en disant, écoutez, on serait assez intéressé à ce que vous nous proposiez un sujet de recherche. Voilà, quelle est la question de recherche qui pourrait venir de la part des représentants d'usagers ? Donc on s'est réunis, on a réfléchi et on s'est dit que la sécurité des soins pouvait être un sujet déjà parce que ça fait partie des champs de compétences et d'intérêt vraiment des représentants d'usagers. On s'est aussi dit que la prise en compte, évidemment, ça on le sait, de la sécurité des soins, c'est vraiment un des piliers de la qualité des soins et là aussi ça nous tenait à cœur. Et aussi, bien sûr, donc un déterminant de l'expérience patient, peut-être. Or, on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure des liens entre l'engagement ou le partenariat et l'expérience. En fait, c'est parce que ce que vise l'engagement des patients, ce que vise le partenariat, c'est l'amélioration de l'expérience patient, quoi. Donc voilà, on avait un vrai intérêt à améliorer cette expérience et en particulier, l'angle qu'on a retenu, c'était celui de la sécurité des soins. En plus, on a fait le constat que bien que les PREMS, donc les outils de mesure de l'expérience patient, se développent de plus en plus, en fait, on a fait le constat qu'il n'en existait aucun pour recueillir l'expérience patient en termes de sécurité des soins. Donc, ce qu'on a proposé à l'AP, c'est de construire un outil, en fait, d'évaluation de l'expérience sur la sécurité des soins, évidemment de le tester, évidemment au passage de recueillir l'expérience patient en termes de sécurité des soins, mais l'objectif final étant vraiment de créer un outil et de le mettre ensuite à disposition de l'AP pour une utilisation routinière, quoi. Mais ce qu'on a proposé aussi, et ça qui était peut-être moins attendu initialement de l'AP, qui pourtant, qui a finalement, on le verra, je dévoile la diapo d'après, très bien pris. Mais en tout cas, on est allé au-delà de la commande initiale, on va dire, parce que on a proposé que cette recherche soit réalisée exclusivement par les représentants d'usagers. Donc, l'AP nous a suggéré, ce qui était tout à fait entendable, de revenir avec un protocole un peu construit et étayé, ce qu'on a fait. Et on leur a donc proposé une recherche en 5 étapes. Première étape, ça fallait donc identifier, recruter les RU, les former, qui allaient faire cette recherche. Et effectivement, dans la posture de chercheur,
très différente de celle de représentants d'usagers, sinon presque contradictoire par moment potentiellement. Donc il fallait vraiment traiter ces enjeux-là et puis former. La recherche, c'est un cadre qui est très normatif, quoi. Donc il faut vraiment s'y contraindre en partie, en tout cas. Il serait intéressant d'ailleurs de voir les petits écarts ou les marges de négociation malgré tout qui existent dans ce champ. Il fallait les former en particulier, ce qui était la première étape de la recherche, à mener des entretiens au lit des patients hospitalisés. L'objectif de ces entretiens étant de pouvoir ensuite fonder et monter un questionnaire. Et puis dans le but de réaliser, de le tester, mais au passage de mener une enquête quantitative qui permette de repérer, quantifier aussi bien les événements indésirables que tous les événements, tous les facteurs de risque. Et puis aussi, et ça c'était une originalité dès le début, c'est qu'en général les outils de mesure de l'expérience patient mesurent, est-ce que ça vous est arrivé, ça, un peu, beaucoup, mais on a ajouté une double échelle qui était en fait, et est-ce que ça comptait pour vous, quoi ? Quelle valeur les patients attribuaient à cette expérience-là ? Non pas spécialement pour s'y fier, mais plutôt pour envisager d'autres actions correctrices. Parce que s'ils nous répondaient, par exemple, je vous transcis un peu, mais s'ils nous avaient répondu les soignants ne se lavent pas les mains mais on s'en fout, on se serait dit que le patient avait besoin d'être éduqué, de comprendre l'enjeu, etc. Évidemment, on ne serait pas dit ils s'en foutent donc on se lave plus les mains, c'est pas ça. Mais ça nous ouvrait d'autres leviers en fait, pour faire du patient un acteur de sa sécurité, fortement suggéré dans le dernier programme national sur la sécurité des soins. Voilà, et l'objectif à la fin évidemment était d'identifier des actions susceptibles d'améliorer l'expérience de sécurité des soins des patients, avec l'idée qu'à ce moment-là, les représentants d'usagers pouvaient reprendre leur casquette de représentants d'usagers. Et même c'était ça qui était attendu et intéressant et clairement décrit dans le protocole. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est peut-être une chance que les actions elles soient menées à bout, qu'on sait que les enquêtes elles ont tendance à s'entasser, qu'elles sont rarement traduites en résultats, en actions concrètes. Et on s'est dit, tout l'intérêt, peut-être même plus que tout ce qui précède, c'est à ce niveau-là qui va arriver. Et on voulait que ce soit en collaboration, bien sûr, avec les équipes de soins concernées. C'est-à-dire que les représentants d'usagers identifient des actions correctrices, viennent les proposer aux équipes qui, à leur tour, déjà pour qu'elles y réagissent et en estiment et en évaluent la faisabilité, la pertinence, la soutenabilité financière, etc. Mais aussi pour qu'éventuellement elles puissent émettre leurs propres propositions de leur côté. Donc ce protocole a obtenu une décision favorable de l'AP en 2018. Dans la foulée, on a eu une autorisation, l'avis favorable du comité d'éthique de la recherche de Paris-Descartes, et on a réalisé évidemment une déclaration RGPD pour le recueil des données. Alors la toute première action, ça a été de recruter à mi-temps une des représentants d'usagers qui devait être là aujourd'hui, mais qui n'était pas bien, qui ne s'est pas senti bien cette nuit, qui siège au conseil de surveillance de la PHP. Pourquoi elle ? Parce que étant au conseil de surveillance, elle connaît intimement puisque les 160 ou 170 représentants d'usagers de l'AP, et donc c'était la bonne personne pour identifier et recruter les représentants d'usagers qui allaient participer à la recherche. Moi, je ne les connaissais pas, tout à fait incapable de détecter des compétences en entretien. Je sais qu'on a tous tendance, les uns et les autres, à faire des listes de compétences de patients partenaires, mais on n'est absolument pas formé à les détecter en entretien. Et pour la plupart, elles sont indétectables en entretien. Voilà, donc elle les connaît intimement. C'était franchement pratique de passer par elle, même s'il y a eu quelques petits loupés, mais on voit pas comment on a essayé d'y réfléchir, on voit pas comment on aurait pu faire mieux. Donc ça a été son principal rôle, avec aussi le rôle de nous aider à rentrer dans les services, parce que ça c'était, est-ce que les services allaient accueillir cette enquête était un peu
Un peu stressant. Donc on a recruté 12 représentants d'usagers qui ont été rémunérés pour tout ce qu'ils ont fait chaque temps passé sur la recherche. Ils ont même été rémunérés pour le temps passé en formation, puisqu'il y a eu une formation assez importante qui a fait l'objet de cet article pour ceux qui veulent, pour ceux que ça intéresse. Et donc 48 heures sur 12 mois, parce que chaque étape de la formation était synchronisée avec l'étape de la recherche pour tout de suite mettre en application et réfléchir sur ce qui se passait. Donc les entretiens qualitatifs, il y a eu 14 entretiens exploitables, il y en a eu un peu plus de réalisés, mais 14 entretiens exploitables dans 10 services de soins différents. Ce qui a vraiment permis d'identifier ce dont les patients peuvent rendre compte depuis leur lit d'hôpital. Par exemple, voilà, on sait que le circuit du médicament dans l'hôpital, c'est très important en termes de sécurité, mais bien évidemment, le patient, il n'en sait rien du tout, comment ça passe, comment il est étiqueté, donc ça, voilà. Mais il y a plein d'autres choses dont ils peuvent rendre compte de là où ils sont. Et surtout, et ça a été un peu une surprise parce que c'était même pas notre question, ça a vraiment permis de caractériser, je dirais, l'énorme différence entre la satisfaction et l'expérience. Et c'est d'ailleurs, c'est du coup cet aspect-là qui a fait l'objet de cet article. Parce que quand bien même les expériences étaient nuancées, voire parfois difficiles, les patients se disaient toujours satisfaits sans qu'on le questionne, quoi. Parce que ce n'était pas notre objectif de questionner la satisfaction, mais tous, à un moment, on dit on est très satisfait, quand bien même ils nous avaient raconté des choses qui étaient franchement assez compliquées parfois. D'où l'importance de revenir à l'expérience et de ne pas se contenter du questionnaire de satisfaction. Absolument. Je dis ça et en même temps j'en profite pour te dire qu'il faut se rapprocher de la fin. Ok. J'ai essayé de faire durer au contraire. Non, vas-y. Ok. Bon, pour ce qui est des résultats quanti, ils étaient très majoritairement positifs. Néanmoins, des points d'amélioration ont été repérés. Ils sont pas très surprenants. Je pense que voilà, on les connaît. Néanmoins, ils sont objectivés. Voilà, il y a largement, il y a des points d'amélioration en ce qui concerne le pesage, le respect du sommeil à l'hôpital. Beaucoup trop de rotation dans les équipes de soins, ce qui évidemment génère des enjeux en termes de sécurité au niveau de la continuité des soins. Et sans doute une sous-déclaration des événements indésirables, parce qu'on a repéré 30% d'événements indésirables, pas graves, mais qui auraient pu l'être. Donc un chiffre néanmoins important. Du coup, pour conclure... mes actions d'amélioration qui ont été identifiées, c'est les suivantes. Peser plus systématiquement les patients, ne pas prendre systématiquement les constantes la nuit quand l'état de santé ne le justifie pas, mieux préparer la sortie de l'hôpital et recueillir systématiquement les événements indésirables auprès des patients. On regrette, et ça, voilà... Là où on en est, c'est qu'en réalité, on n'a pas pu revenir auprès des équipes pour co-construire les actions avec eux et les porter davantage parce qu'on a été pris par la crise sanitaire. On est en train de reprendre ça aujourd'hui, mais il y a eu un vrai coup de frein sur la suite. Voilà, ça répond peut-être à la question que tu allais me poser sur les difficultés. Tu vois, sans le savoir. Oui, bien sûr, c'est des recherches plus difficiles, déjà plus longues, recruter des gens, les former, des étapes qui sont beaucoup plus longues. Donc, mais je pense donc peut-être une petite baisse d'efficience là, mais tout le pari, c'est qu'on le récupère par ailleurs, parce que si on arrive à mener des actions concrètes jusqu'au bout, c'est largement gagné. Une recherche plus compliquée sur certains aspects déjà organisationnels. Je voulais rémunérer les représentants d'usagers, une partie d'entre eux étaient retraités, je ne pouvais pas les salarier. Voilà, donc il a fallu trouver d'autres moyens pour pouvoir malgré tout les rémunérer. Méthodologique, la qualité des données qualitatives était franchement hétérogène, mais comme n'importe quel chercheur débutant en réalité, certains un peu plus doués que d'autres, et ils seraient sans doute devenus excellents au bout d'un moment tous. Éthique, parce que je vous disais qu'il y a eu des entretiens inexploitables, et donc ça fait mal au cœur sur le plan éthique de se dire qu'il y a des patients qui ont répondu et que ces données étaient effacées. Émotionnel aussi, parce que moi en tant que chercheuse, dans ce rôle-là en tant que chercheuse, j'étais
par moments prise à partie, contredite, par exemple sur le recueil ma fiche de consentement. Alors il faut savoir que je suis chercheuse en sciences de l'éducation, mais j'ai un master 2 d'éthique. Je fais partie de beaucoup de comités d'éthique. Je suis présidente du comité d'éthique de mon université. Bon, bref, donc j'ai l'impression d'être qualifiée sur ce sujet-là. Et en fait, les co-chercheurs, les représentants d'usagers m'ont dit ta fiche d'information, elle est illisible, quoi. Il n'est pas question qu'on s'en serve. Donc, bon, pour avoir la paix un peu, je leur ai dit, ok, pas de souci, faites-moi une contre-proposition. Bon, persuadés qu'ils ne reviendraient pas à la charge. Mais ils sont revenus. Et en fait, ils sont revenus. Et avec quelque chose qui m'a choquée par rapport à ce que j'ai appris, quoi. C'est-à-dire quelque chose d'assez... voilà, première recherche faite par les représentants d'usagers en caractère 72, alors que moi on m'a appris une recherche, il ne faut pas du tout être incitatif. Bon, il y avait beaucoup de choses comme ça. Et là j'ai vécu ce que d'autres acteurs peuvent vivre en fait, quand ils sont un peu bousculés dans ce qu'ils croient savoir. Comme les professionnels de santé. Exactement, et moi là je suis passée de l'autre côté du miroir, puisque je suis plus souvent celle qui dérange. Et donc, et ben voilà, on est rentré dans de la négociation, ce que vous appelez peut-être co-construction. J'ai lâché prise sur les caractères 72 en me disant après tout, c'est des normes, quoi. Les normes, on peut les remettre en question, hein, c'est humain, hein, c'est pas divin, hein, c'est pas d'origine divine. Bon, par contre, ce qui est de la loi, les phrases qu'ils trouvent illisibles, mais qui sont légales, et qu'il faut qu'il y ait voilà, ça a été ma limite, en fait, là où j'ai pas cédé. Sur les fondamentaux. Oui, voilà, que j'ai placé au niveau du légal. Okay. Bon, voilà. Et puis surtout, cette recherche, ce sera mes 2 derniers mots, ça a permis de montrer que des représentants d'usagers pouvaient adopter la posture de chercheurs. Et ça leur a permis d'inverser les rapports de savoir en commission des usagers. En commission des usagers, les représentants d'usagers sont souvent dépositaires d'informations, voire assommés d'informations même. Alors que là, pendant cette période, c'était eux les pourvoyeurs d'informations. C'était eux qui étaient sollicités par les professionnels qui étaient intéressés par savoir, par connaître les résultats. Et je trouve que cette inversion, c'était quelque chose de vraiment intéressant aussi. Et que c'est sans doute à développer de manière intentionnelle. Là, on n'était pas du tout dans un objectif intentionnel, mais je pense que ça vaudrait le coup de pousser ça. Merci. Un grand merci à toi, Olivia. Je crois qu'on peut l'applaudir. Un grand merci aux 3 équipes, hein, du CHU de Nice d'abord, des Hospices Civils de Lyon ensuite, et de la PHP d'avoir... ouvert les portes de leurs réflexions, de leurs travaux sur l'engagement des usagers, sur l'expérience patient. Je crois que c'était une première de se réunir ici à Hôpital Expo, Santexpo devons-nous dire aujourd'hui, avec ce stand inter-CHU de France, sur un sujet qui monte, l'expérience patient et l'engagement des usagers. Donc on espère que ça a inspiré certains d'entre vous, que si vous travaillez dans un établissement de santé, CHU ou non d'ailleurs, que vous vous poserez des questions et peut-être que vous avez obtenu quelques réponses aujourd'hui. On vous remercie de votre attention et de votre participation. En tant que directeur de l'Institut français de l'expérience patient, je ne peux pas mettre sous le boisseau cette journée annuelle de l'expérience patient que nous organisons le 23 juin prochain et à laquelle vous êtes tous invités. Merci beaucoup, à très bientôt.